Lors de la fête pour mon départ à la retraite, ma belle-fille portait ma robe. C'est là que j'ai su qu'elle était la maîtresse de mon mari. À cet instant, j'ai sorti une enveloppe qui a coupé le souffle à tout le monde. Mon mari l'a ouverte, les mains tremblantes. Et dès la première ligne, il a compris qu'il avait tout perdu. Je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'au bout et commentez le nom de la ville d'où vous m'écoutez, pour que je voie jusqu'où mon récit a voyagé. Jamais je n'aurais cru que la célébration de ma retraite serait la soirée où je comprendrais enfin le véritable sens du mot trahison. Après 35 ans de service comme infirmière diplômée, à veiller sur des patients, soigner des blessures et réconforter des familles dans leurs moments les plus sombres, je pensais mériter une fête. Au lieu de ça, j'ai eu droit à une leçon magistrale de cruauté servie sur un plateau d'argent. La salle de conférence de l'hôpital était ornée de guirlandes bleues et blanches, mes couleurs fétiches. Des collègues, devenus une seconde famille au fil des décennies, emplissaient l'espace de rires chaleureux et de félicitations. Le gâteau proclamait « Bonne retraite, Solange », en lettres élégantes. Et pendant un instant, je me suis sentie profondément heureuse. À 58 ans, j'étais enfin libre de me consacrer à tout ce que j'avais mis de côté. Le jardinage, la lecture, peut-être même les voyages dont Hervé et moi avions toujours parlé. C'est là que je l'ai vue. Manon, ma belle-fille, a fait son entrée dans la pièce, vêtue d'une robe qui a arrêté mon cœur. Pas parce qu'elle était magnifique, bien qu'elle le fût. Pas parce qu'elle lui allait à la perfection, même si c'était le cas. Je me suis figée parce que j'ai reconnu chaque délicat bouton de nacre, chaque détail de dentelle complexe, chaque pli de la soie bleu nuit qui captait si bien la lumière. C'était la robe de ma mère. La même robe que maman avait portée pour sa propre fête de retraite il y a 28 ans, avant que le cancer ne l'emporte à peine 2 ans plus tard. La robe que j'avais précieusement conservée dans du papier de soie et du cèdre, la réservant pour une occasion très spéciale. La robe que j'avais prévu de porter ce soir, jusqu'à ce que Manon mentionne nonchalamment qu'elle avait choisi quelque chose de spécial et insiste pour que je mette plutôt la tenue beige, sans histoire, que Hervé m'avait achetée. Mes mains se sont mises à trembler, en serrant ma coupe de champagne. Elle n'avait pas demandé à l'emprunter. Elle l'avait simplement prise dans mon armoire, dans la housse où elle était suspendue comme une relique sacrée. L'audace était à couper le souffle. Mais ce qui m'a anéantie, c'est la façon dont elle se déplaçait dans la pièce, confiante, radieuse, comme si le souvenir de ma mère lui appartenait plus qu'à moi. Manon n'est-elle pas éblouissante ce soir? Hervé est apparu à mes côtés, sa voix empreinte d'une admiration qui m'était autrefois réservée. Mon mari depuis 30 ans, l'homme qui m'avait soutenue aux funérailles, de ma mère, qui savait exactement ce que cette robe signifiait pour moi, était pratiquement rayonnant en regardant la femme de son fils captiver l'assemblée. J'ai ouvert la bouche pour lui dire, pour lui expliquer la signification, pour lui demander comment il avait pu laisser faire ça. Mais c'est là que je l'ai vu, le regard qui a été échangé entre eux lorsque Manon a croisé ses yeux à travers la pièce. Ça a duré peut-être 3 secondes, mais ça racontait une histoire qui m'a glacé le sang. La légère inclinaison de sa tête, la façon dont ses yeux se sont attardés sur son visage, puis ont glissé pour admirer comment la robe épousait ses formes. Le petit sourire complice qu'ils ont partagé avant de détourner rapidement le regard, comme s'ils avaient été surpris en pleine faute. Ma coupe de champagne m'a glissé des doigts, se brisant sur le sol dans un bruit qui a semblé résonner dans tout mon univers. Plusieurs collègues se sont précipités, inquiets du désordre, se demandant si je m'étais blessée. Mais je ne pouvais ni bouger, ni parler, ni faire autre chose que fixer mon mari et ma belle-fille, alors que la terrible vérité s'installait dans mes os comme un cancer. Ils avaient une liaison. « Maman, ça va ?» Mon fils Julien est apparu à mes côtés, ses yeux bienveillants remplis d'inquiétude. Mon doux Julien, qui avait hérité de ma nature compatissante et de la fiabilité de son père. Julien qui cumulait 2 emplois pour satisfaire les goûts de luxe de Manon et qui n'avait aucune idée que sa femme était en train de détruire sa famille de l'intérieur. « Je vais bien, mon chéri », ai-je réussi à articuler,
forçant un sourire qui ressemblait à du verre brisé sur mes lèvres. Juste de la maladresse. Mais je n'allais pas bien, en voyant la main protectrice de Hervé se poser sur le bas du dos de Manon, alors qu'elle se penchait pour examiner les débris. En voyant la façon dont elle s'est appuyée contre lui, un instant de trop, j'ai compris que toute ma vie était bâtie sur des mensonges, que ma confiance m'avait empêché de voir. Le reste de la soirée s'est déroulé dans un brouillard de félicitations et de vœux qui sonnaient creux face au tumulte de la trahison dans mes oreilles. J'ai souri. J'ai remercié les gens. J'ai coupé le gâteau d'une main ferme, tandis que mon monde s'effondrait. Mais pendant tout ce temps, je cataloguais les détails, archivant chaque regard, chaque contact, chaque instant d'intimité entre mon mari et la femme qui avait épousé mon fils, à peine 2 ans plus tôt. Quand Manon s'est approchée de moi vers la fin de la soirée, portant la robe de ma mère comme un trophée, j'ai cru qu'elle allait peut-être s'excuser, offrir une explication pour le vol de mon bien le plus précieux. Au lieu de ça, elle m'a offert ce sourire doux et innocent qui nous avait tous trompés. J'espère que ça ne te dérange pas pour la robe, Solange. Je l'ai trouvée dans ton placard, et elle m'a tout de suite appelée. Ta mère avait un goût si exquis. La cruauté désinvolte de ces mots m'a coupé le souffle. Elle savait exactement ce qu'elle faisait, ce que cette robe représentait, à quel point ça me ferait mal de la voir la porter pendant qu'elle anéantissait ma famille. Ce n'était ni un accident, ni une erreur d'inattention. C'était un message. J'ai plongé mon regard dans le sien, ses yeux bleus clairs, qui m'avaient paru si innocents quand Julien nous l'avait présenté. Et j'y ai vu quelque chose de froid et de calculateur. Elle voulait que je sache. Elle voulait que je comprenne qu'elle pouvait prendre tout ce qu'elle voulait de moi, même mon mari, et qu'il n'y avait absolument rien que je puisse faire. C'est à ce moment-là que j'ai plongé la main dans mon sac et que j'en ai sorti l'enveloppe. Elle était de couleur crème, en papier épais et substantiel entre mes doigts. Je la portais sur moi depuis des semaines, attendant le bon moment, bien que je n'ai jamais imaginé que ce serait ce moment, dans ce lieu, avec la moitié de mes anciens collègues célébrant encore ma retraite autour de nous. « Hervé !» ai-je appelé doucement, ma voix tranchant la conversation ambiante comme une lame. Il s'est retourné de l'endroit où il se tenait près de la table des rafraîchissements, planifiant probablement son prochain moment volé avec Manon. Quand il a vu ce que je tenais, son visage est devenu livide. « Je crois qu'il est temps que tu ouvres ça. » La pièce n'est pas tombée silencieuse d'un coup. C'était plutôt comme une chute de dominos, les conversations s'arrêtant par vagues à mesure que les gens remarquèrent la tension crépitante entre nous. Les mains de Hervé tremblaient en attrapant l'enveloppe, et j'ai vu le masque confiant de Manon se fissurer un bref instant, révélant la peur qui se cachait en dessous. Il pensait que j'étais l'épouse naïve et dévouée qui ne soupçonnerait jamais, ne questionnerait jamais, ne se défendrait jamais. Il pensait que 35 ans à prendre soin des autres m'avaient rendu faible, m'avaient appris seulement à materner et à pardonner. Il n'avait aucune idée de ce qu'ils avaient se réveiller. Les doigts tremblants de Hervé ont tâtonné le bord de l'enveloppe, mais je n'étais pas encore prête à ce qu'il l'ouvre. Pas alors que la pièce était pleine de mes collègues, pas alors que Julien se tenait là, l'air confus et inquiet. Cette révélation exigeait un cadre plus intime, où le poids de leur trahison pourrait vraiment atterrir. « Pas ici !» ai-je dit calmement, reprenant l'enveloppe de ses mains tremblantes. « C'est une affaire de famille. » Le trajet de retour a été les 20 minutes les plus longues de ma vie. Hervé était assis, rigide, sur le siège passager, me jetant des regards comme si j'étais une bombe sur le point d'exploser. Manon et Julien suivaient dans leur voiture, et je pouvais voir ses gestes animés dans mon rétroviseur, alors qu'elle essayait probablement de convaincre mon fils que sa mère faisait une sorte de dépression. Elle ne savait pas à quel point j'avais méticuleusement planifié ce moment. Tout avait commencé 6 mois plus tôt, avec quelque chose d'aussi simple que la lessive. Je rangeais les chemises de Hervé quand j'ai trouvé un reçu dans sa poche. Un dîner pour 2 au Petit Bistrot, notre restaurant spécial, un mardi soir, où il m'avait dit qu'il travaillait tard. Le repas avait coûté 112 €, bien plus que ce que Hervé n'aurait jamais dépensé pour un dîner d'affaires. Au début,
J'ai trouvé des excuses. Peut-être avait-il invité un client. Peut-être avait-il offert un bon repas à Julien. Mais quelque chose me chicotait. De la même manière que quelque chose chicote une infirmière quand les symptômes ne correspondent pas tout à fait au diagnostic évident. Alors, j'ai commencé à faire attention. J'ai remarqué que le téléphone de Hervé était maintenant toujours posé, face contre table. Comment il avait commencé à prendre sa douche dès son retour du travail. Comment il s'était soudainement intéressé à la forme physique et avait acheté de nouveaux vêtements sans me le dire. J'ai observé comment les visites de Manon devenaient plus fréquentes après que Hervé ait pris sa retraite anticipée l'année dernière. Comment elle semblait toujours les programmer lorsque Julien était au travail. Mais le moment où j'ai su, vraiment su, c'était il y a 3 mois, quand je suis rentrée plus tôt de mon club de lecture. Marguerite avait annulé à la dernière minute à cause d'une migraine. Alors, au lieu de discuter de « là où chantent les écrevisses » autour d'un verre de vin et de fromage, je me suis retrouvée à entrer dans ma propre allée à 19h30 un jeudi soir. La voiture de Hervé était là, ce qui n'était pas inhabituel. Ce qui était inhabituel, c'était de voir la Honda argentée de Manon garée au coin de la rue, presque cachée derrière le grand chêne des voisins. Mon cœur battait la chamade alors que je suis entrée dans la maison par le garage, me déplaçant aussi silencieusement que mes chaussures d'infirmière le permettaient. Je pouvais entendre des voix venant du salon, basses, intimes, ponctuées d'un rire que je n'avais jamais entendu Hervé avoir avec moi. Elle est tellement naïve. La voix de Manon a flotté dans le couloir, douce et mélodieuse, même en distillant du poison. Parfois, je pense qu'elle aime vraiment jouer les martyrs. Toujours à s'occuper de tout le monde pendant que son mari trouve le bonheur ailleurs. La réponse de Hervé était étouffée, mais j'en ai saisi assez. Après le pot de départ, on n'aura plus besoin de faire semblant très longtemps. Je suis restée figée dans mon propre couloir, les écoutant planifier la destruction de ma vie avec le ton désinvolte que les gens utilisent pour discuter de leurs projets de week-end. Ils parlaient de moi comme si j'étais déjà partie, déjà effacée de l'équation de leur avenir commun. Cette nuit-là, après que Manon soit partie par la porte de derrière et que Hervé ait prétendu avoir regardé la télévision seul toute la soirée, je suis restée éveillée, le regard fixé au plafond, et j'ai pris une décision. Je n'allais pas les confronter dans le feu de l'action. Je n'allais pas crier, ni pleurer, ni supplier. J'allais faire ce que 35 ans de métier m'avaient appris. Recueillir des informations, analyser la situation et élaborer un plan de traitement. Le lendemain matin, j'ai engagé un détective privé. Son nom était Luc Ferrier, un ancien inspecteur de police spécialisé dans les cas d'infidélité. Il était aimable mais direct, comme les médecins avec qui j'avais travaillé qui devaient annoncer des diagnostics dévastateurs, avec un professionnalisme bienveillant. « Je dois tout savoir », lui ai-je dit lors de notre première rencontre dans un café à l'autre bout de la ville. « Depuis quand ça dure, ce qu'il prévoit, Snin, si mon fils est au courant. » Luc a été minutieux. En 2 semaines, il a documenté 17 rencontres distinctes entre Hervé et Manon. Ils se retrouvaient dans des hôtels, des restaurants, même dans notre propre maison quand il pensait que je ne serais pas là. Les photos étaient celles d'une qualité professionnelle, mais dévastatrice dans leur clarté. La main de Hervé sur la cuisse de Manon dans la banquette d'un restaurant, eux s'embrassant sur le parking de l'hôtel Mercure, Manon quittant notre maison à midi un mardi, où elle avait dit à Julien qu'elle faisait du shopping avec des amis. Mais Luc a découvert quelque chose d'encore pire que la liaison elle-même. « Madame Laurent !» avait-il dit lors de notre dernière rencontre, faisant glisser un dossier sur la table avec la précision méticuleuse d'un chirurgien annonçant une maladie en phase terminale. « Je pense que vous devez voir ça. » À l'intérieur se trouvaient des copies de documents que je n'avais jamais vus. Des relevés bancaires montrant des virements de notre compte d'épargne, commun vers un compte au seul nom de Manon. Des documents immobiliers transférant l'acte de propriété de notre maison. La maison que Hervé et moi avions achetée ensemble il y a 30 ans. La maison où nous avions élevé Julien. La maison où j'avais prévu de passer ma retraite. En pleine propriété, à Manon.
Hervé avait systématiquement pillé ma sécurité financière pour la donner à sa maîtresse. Quand ces transferts ont-ils été effectués ? Ai-je demandé, ma formation d'infirmière gardant ma voix stable, même si ma main tremblait. Le transfert de la maison a été finalisé il y a 2 semaines, a dit Luc doucement. Les virements bancaires se sont faits progressivement, au cours des 8 derniers mois, toujours des montants assez faibles pour ne pas déclencher de notification automatique. 8 mois. Hervé planifiait de me quitter depuis 8 mois, déplaçant soigneusement nos actifs hors de ma portée, pendant que j'organisais des fêtes de retraite et rêvais de voyager ensemble. Il y a plus, a continué Luc, et j'ai réalisé que le dossier était plus épais que je ne l'avais d'abord remarqué. Votre belle-fille a été très occupée. Elle a rencontré un avocat spécialisé en divorce pour obtenir des conseils sur la manière de protéger les actifs en cas de dissolution de mariage. L'avocat est spécialisé dans les cas où un des conjoints possède des biens importants qui doivent être préservés. La pièce a tourné autour de moi. Ce n'était pas juste une liaison née de la passion ou d'une crise de la quarantaine. C'était une transaction commerciale calculée, et j'étais l'actif en cours de liquidation. Maintenant, assise dans notre salon avec Hervé, Julien et Manon, disposés comme des acteurs dans un drame qu'ils ne savaient soit pas jouer. Je sentais le poids de cette connaissance comme une armure. Ils me croyaient faible, crédule, facilement jetable. Ils n'avaient aucune idée que j'avais passé des mois à monter un dossier contre eux, avec la même précision méthodique que j'utilisais autrefois pour suivre les symptômes des patients et les schémas de médication. Hervé n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil à l'enveloppe dans mes mains, la sueur perlant sur son front, malgré la climatisation. « Solange, peut-être devrions-nous discuter de ça en privé. »« Non, » ai-je dit fermement. Julien mérite de savoir quel genre de femme il a épousé. Ne penses-tu pas qu'il est temps pour un peu d'honnêteté dans cette famille ? Le rire de Manon était vif et artificiel. Vraiment, Solange, tu es mélodramatique. Quoi que tu penses savoir. J'ai ouvert l'enveloppe et sorti la première photographie. Hervé et Manon s'embrassant sur le parking de l'hôtel Ibis. L'horodatage indiquait que la photo avait été prise mardi dernier, pendant que Julien travaillait et que j'étais censée être à mon rendez-vous chez le médecin. Le silence qui a suivi était si complet que je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge grand-père dans le couloir, marquant les secondes, jusqu'à ce que tout bascule pour toujours. La photographie a atterri sur la table basse comme une grenade dégoupillée. Pendant un instant, personne n'a bougé. Le visage de Julien est passé par une série d'expressions. Confusion, reconnaissance, déni, puis une compréhension dévastatrice qui m'a de nouveau brisé le cœur pour lui. « Maman !» Sa voix était faible, comme quand il avait 7 ans, et avait trouvé le chat de notre voisin mort dans notre jardin. Il me regardait, pas la photo, pas sa femme ou son père, mais moi, comme si je pouvais en quelque sorte faire en sorte que ce ne soit pas réel. Hervé s'est jeté en avant, sa main cherchant à attraper la photographie. « Solange, tu ne comprends pas. » « Non. » Le mot est sorti plus sec que je ne l'avais prévu, mais il l'a stoppé net. Je n'avais jamais utilisé ce ton avec lui auparavant. Jamais en 30 ans de mariage. C'était la voix que je réservais aux médecins sur le point de commettre des erreurs avec mes patients. La voix qui avait sauvé des vies parce qu'elle ne tolérait aucune discussion. Manon a été la première à retrouver son sang-froid, ce qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur sa préparation à ce moment. « Julien, chérie, ce n'est pas ce que ça semble être. Ta mère fait manifestement une sorte de dépression, le stress de la retraite, peut-être un début de démence. Tais-toi. » Les mots venaient pendre de Julien, et ils étaient si bas, si mortellement calmes, que nous nous sommes tous tournés pour le regarder. Mon doux fils, qui n'avait jamais élevé la voix sur qui que ce soit de sa vie, regardait sa femme avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. « Juste, tais-toi, Manon. » Il a ramassé la photographie d'une main ferme, l'étudiant comme s'il essayait d'en mémoriser chaque détail. L'horodatage était clair. Mardi 15 octobre, 14h47. Je savais qu'il se souviendrait de cette date, car c'était le jour où il avait fait une double journée à l'entrepôt. Le jour où Manon lui avait dit qu'elle passait l'après-midi avec sa sœur à Lyon. « Depuis quand ?»
a-t-il demandé, fixant toujours la photo. Hervé s'est éclairci la gorge, essayant de retrouver une version de l'autorité qu'il avait autrefois dans cette maison. « Fils, c'est entre ta mère et moi. Tu n'as pas besoin de... » J'ai demandé depuis quand. La voix de Julien devenait plus basse, ce qui la rendait en quelque sorte plus terrifiante. « Depuis quand tu couches avec ma femme ?» Le silence s'est étiré jusqu'à devenir insupportable. Je pouvais entendre le chien de Madame Perrin aboyer 3 maisons plus loin. Je pouvais entendre le bourdonnement de notre réfrigérateur. Je pouvais entendre mon propre cœur battre dans mes oreilles. 8 mois, ai-je répondu quand il est devenu clair qu'aucun des deux ne parlerait. Au moins 8 mois que je peux prouver. Le rire de Julien était creux, brisé. Notre premier anniversaire de mariage, c'était il y a 9 mois. Il a levé les yeux vers Manon, qui était devenue pâle sous son maquillage soigné. « Donc, tu m'as trompé pendant presque toute la durée de notre mariage. Julien, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » a commencé Manon. Mais je l'ai interrompu en posant un autre document sur la table. Celui-ci n'était pas une photographie. C'était un relevé bancaire montrant le virement de 25 000 € de notre compte d'épargne commun vers un compte ne portant que le nom de Manon. La date était d'il y a 6 semaines, juste après que j'ai mentionné mon envie de faire cette croisière en Alaska dont nous parlions depuis des années. Le visage de Hervé est devenu gris. « Comment as-tu eu ça ?»« De la même manière que j'ai eu cela. J'ai étalé d'autres documents comme si je distribuais les cartes dans un jeu où j'avais tous les as. Virement bancaire totalisant 87 000 € sur 8 mois. Relevé de cartes de crédit montrant des dîners coûteux, des chambres d'hôtel, des achats de bijoux que je n'avais jamais vus. Et enfin, le bout de papier qui a fait s'affaisser Hervé dans son fauteuil, comme si tout l'air en avait été retiré. L'acte de transfert de propriété de notre maison. Tu as mis notre maison à son nom, ai-je dit, ma voix stable, malgré la rage qui brûlait dans ma poitrine. La maison que nous avons achetée ensemble quand Julien avait 2 ans. La maison où j'ai vécu pendant 30 ans. Tu l'as cédée à la femme de ton fils, sans me le dire. Julien a fixé l'acte de transfert, ses mains tremblant maintenant. Papa, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que tu n'as pas volé la maison de maman pour la donner à la femme avec qui tu couches. Ce n'est pas du vol, a dit Hervé faiblement. C'est de la protection d'actifs. En cas de divorce, la maison serait en sécurité. En sécurité pour qui? La voix de Julien s'est brisée. Pour la femme qui me ment depuis le jour de notre mariage? En sécurité pour toi et ta maîtresse pendant que maman se retrouve sans rien? Manon a finalement retrouvé sa voix, bien qu'elle soit sortie stridente et désespérée. Tu ne comprends pas toute la situation. Ton père et moi, nous avons une connexion. Nous nous comprenons d'une manière. Julien était maintenant debout, faisant les 100 pas comme un animal en cage. Vous vous comprenez si bien que vous avez décidé de voler ma mère. Vous vous comprenez si bien que vous vous retrouviez dans des chambres d'hôtel pendant que je fais des heures supplémentaires pour payer tes virées shopping. Je regardais le monde de mon fils s'effondrer en temps réel, et une partie de moi regrettait de devoir lui infliger ça. Mais il méritait la vérité. Il méritait de savoir que la femme à qui il avait promis sa vie avait calculé sa destruction depuis le tout début. « Il y a plus !» ai-je dit calmement. Et 3 paires d'yeux se sont tournés vers moi, avec des expressions d'effroi. La voix de Hervé était à peine un murmure. « Plus ?» J'ai de nouveau plongé la main dans l'enveloppe. Mais cette fois, je n'en ai rien sorti. Je l'ai juste tenue là, les laissant imaginer quels autres secrets j'aurais pu découvrir. Quelles autres trahisons j'avais documentées avec le même soin méticuleux que j'avais autrefois utilisé pour tracer les rétablissements des patients. Le transfert de la maison peut être annulé, ai-je dit, m'adressant directement à Hervé. Je suis au courant maintenant, ce qui signifie que je peux le contester. Transfert frauduleux de biens matrimoniaux sans le consentement du conjoint. Mon avocat dit que c'est une affaire gagnée d'avance. Ton avocat? La voix de Manon était acérée par la peur. Oh oui, j'ai une représentation légale depuis un certain temps maintenant. C'est incroyable ce que l'on peut accomplir quand on ne gaspille pas son énergie dans un mariage mort, il y a 8 mois.
Je me suis adossée dans mon fauteuil, me sentant plus calme que je ne l'avais été depuis des mois. Tu vois, j'ai peut-être été naïve sur le caractère de mon mari, mais je ne suis pas stupide quant à mes droits. Hervé a essayé une dernière fois de reprendre le contrôle de la situation. « Solange, on peut arranger ça. On n'a pas besoin d'avocat. On n'a pas besoin de rendre ça sordide. » Sordide ? J'ai ri, et j'ai été surprise de voir à quel point ça sonnait sincère. « Hervé, tu m'as systématiquement volé pendant 8 mois en couchant avec notre belle-fille. Tu as porté la robe de ma mère à ma fête de retraite comme une sorte de trophée. Comment cela pourrait-il devenir plus sordide ? » C'est là que j'ai vu quelque chose changer dans l'expression de Manon. Le masque de confusion innocente a finalement glissé complètement, révélant le calcul froid en dessous. Elle avait été prise, acculée, et maintenant, elle se préparait à riposter avec les armes qui lui restaient. « Tu te crois si maligne ?» a-t-elle dit, sa voix baissant pour devenir presque conversationnelle. « Tu penses avoir tout compris, mais tu n'as aucune idée de ce à quoi tu as vraiment affaire. » Julien s'est tourné pour fixer sa femme, et je pouvais le voir reconnaître quelque chose dans son ton qu'il avait probablement déjà entendu, mais jamais compris. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» a-t-il demandé. Le sourire de Manon était tranchant comme un rasoir. « Ça veut dire que ta précieuse mère n'est pas la victime qu'elle prétend être. Dis-leur, Solange. Parle-leur des pilules. » Mon sang s'est glacé. Les mots de Manon flottaient dans l'air comme un gaz toxique, et j'ai senti le serrement familier dans ma poitrine qui accompagnait le fait d'être acculée par quelqu'un qui pensait détenir une carte maîtresse. Mais après 35 ans de soins infirmiers, j'avais appris que les adversaires les plus dangereux étaient souvent ceux qui sous-estimaient ce que vous saviez de leurs armes. « Les pilules », a-t-elle répété, sa voix gagnant en confiance en observant mon visage. « Vas-y, Solange. Parle à Julien et Hervé de ton petit problème de prescription. » Le visage de Julien s'est plissé de confusion. « Quelle pilule ? Maman, de quoi parle-t-elle » Je pouvais sentir les yeux de Hervé sur moi, se demandant probablement si sa maîtresse venait de lui offrir une sorte de salut face au décombre de sa liaison exposée. Mais j'ai gardé une expression neutre, mes mains stables, ma voix calme. « Je pense que Manon devrait expliquer ce qu'elle veut dire, » ai-je dit tranquillement, puisqu'elle semble en savoir tant à ce sujet. Le sourire de Manon s'est élargi, et je pouvais la voir se préparer à porter ce qu'elle pensait être le coup de grâce. « Ta mère vole des médicaments à l'hôpital depuis des mois. Oxycodone, Percocet, Lexomil. Je l'ai surprise avec une bouteille entière de pilules qu'elle avait prises à la pharmacie. Elle les gobe comme des bonbons, et les vend probablement aussi. » L'accusation était si scandaleuse, si complètement fabriquée que pendant un instant, j'ai presque ri. Presque. Mais ensuite, j'ai vu le visage de Julien. J'ai vu la graine du doute que les mots de Manon avaient planté, et j'ai réalisé que ce n'était pas du désespoir aléatoire. C'était une attaque planifiée, quelque chose qu'elle gardait en réserve pour ce moment précis. « C'est une accusation grave », a dit Hervé lentement, et je pouvais entendre l'espoir dans sa voix. Si j'étais une toxicomane, si j'étais une voleuse, alors peut-être n'était-il pas le monstre de cette histoire. Peut-être que j'étais tout aussi mauvaise que lui. « C'est aussi complètement faux », ai-je dit, sortant mon téléphone de mon sac. « Mais intéressant que tu sois au courant, Manon, puisque ça n'est jamais arrivé. » Sa confiance a vacillé un instant, mais elle a insisté. « J'ai des photos. J'ai tout documenté parce que je m'inquiétais pour toi, parce que je pensais que Julien devait savoir que sa mère était... Montre-les-moi. » La simple demande l'a stoppé net. « Quoi ? Montre-moi les photos. Montre-moi cette preuve que tu es censé avoir de moi volant des médicaments. » J'ai levé mon téléphone. « Parce que moi aussi j'ai des photos. Tu veux les voir ?» J'ai fait glisser l'écran vers la première image. Manon à la pharmacie en train de parler à un jeune homme derrière le comptoir. L'horodatage indiquait que c'était il y a 2 mois, pendant l'une de ses supposées virées shopping entre amis. « C'est Thomas Henry », ai-je dit d'un ton conversationnel. « Il est préparateur en pharmacie.
Il vend aussi illégalement des médicaments sur ordonnance depuis 1 an. Je le sais parce que je l'ai signalé à la brigade des stupéfiants, il y a 3 semaines. La couleur a quitté le visage de Manon si rapidement que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Tu vois, ce qui est intéressant quand on est infirmière depuis 35 ans, c'est qu'on développe un réseau. D'autres infirmières, des médecins, des pharmaciens, des enquêteurs médicaux. On se parle. On partage des informations sur les activités suspectes, sur les personnes qui pourraient abuser du système. J'ai glissé vers la photo suivante, montrant Manon échangeant de l'argent contre une petite bouteille. Quand quelqu'un commence à poser des questions sur mes habitudes de prescription, j'ai tendance à en entendre parler. Julien regardait sa femme comme s'il ne l'avait jamais vue. Manon, de quoi diable parle-t-elle? Thomas Henry a été très coopératif avec l'enquête. Ai-je continué, ma voix toujours calme, toujours professionnelle. Il a fourni une liste complète de ses ventes illégales au cours de la dernière année. Le nom de Manon y apparaît 18 fois pour l'achat d'oxycodone et de Percocet sans ordonnance valide. Valeur marchande totale d'environ 4 000 €. Hervé avait l'air d'avoir la nausée. C'est un crime fédéral. Oui, en effet. Mais voici la partie vraiment intéressante. J'ai glissé vers une autre photo. Celle-ci montrait Manon rencontrant un autre homme sur un parking. Manon n'achetait pas seulement des pilules pour sa consommation personnelle. Elle les revendait. Luc, mon détective privé, l'a suivie lors de plusieurs transactions. Elle trafiquait de la drogue pour payer ses dîners coûteux et ses chambres d'hôtel avec mon mari. Le silence dans la pièce était absolu. Julien s'était affaissé dans un fauteuil, la tête entre les mains. Hervé fixait Manon comme si elle était une étrangère, ce qu'elle était à bien des égards. « Ce n'est pas... » a commencé Manon, mais sa voix est sortie comme un murmure. « Ce n'est pas quoi, ma chérie ?» ai-je demandé, et le terme affectueux est sorti comme de l'acide. « Pas vrai? Pas ce que tu avais prévu? Pas comment tu t'attendais à ce que cette soirée se termine ?» Je me suis levée, me suis approchée de la fenêtre, et j'ai regardé le quartier que j'avais appelé mon chez-moi pendant 30 ans. Le quartier que Hervé avait tenté de me voler. Tu vois, quand j'ai engagé Luc pour enquêter sur la liaison, je lui ai dit de tout découvrir. Pas seulement l'adultère, mais qui tu es vraiment, Manon? Quel genre de personne séduit son beau-père et détruit systématiquement une famille? Le trafic de drogue a en fait été une surprise. Ai-je continué, me retournant pour leur faire face. Je pensais que tu n'étais qu'une simple croqueuse de diamants. Je n'avais aucune idée que tu étais si entreprenante. Julien a finalement levé les yeux, son visage ravagé. C'est pour ça que tu m'as épousée? Pour te rapprocher de papa? Pour avoir accès à l'argent de maman? Le masque de Manon était complètement tombé, remplacé par quelque chose de froid et de calculateur. Ton père est un homme faible et pathétique, qui était désespéré d'attirer l'attention d'une femme plus jeune. Et ta mère est une idiote naïve qui faisait confiance à tout son entourage. Vous êtes tous si faciles à manipuler, c'en est presque ennuyeux. La cruauté désinvolte dans sa voix était à couper le souffle. Elle ne faisait même plus semblant, n'essayait même plus de sauver la situation. Elle nous laissait simplement voir qui elle était vraiment, sous tous les sourires doux et l'acte de l'épouse dévouée. « Mais tu as fait une erreur, » ai-je dit, sortant le dernier document de mon enveloppe. « Tu as supposé que je ne me défendrais jamais. Tu as supposé que 35 ans, à prendre soin des autres m'avaient rendu faible. » Le document était une ordonnance de protection signée par un juge ce matin-là. À compter de maintenant, il t'est interdit de t'approcher à moins de 150 mètres de moi, de ma maison ou de mon lieu de travail. Toute violation entraînera une arrestation immédiate. Manon a arraché le papier de mes mains, le parcourant des yeux affolés. Tu ne peux pas faire ça. Je vis ici, Julien. Et Julien peut faire ses propres choix concernant son mariage, ai-je dit. Mais tu ne feras pas ces choix dans ma maison. Parce que, oui, c'est toujours ma maison. Le transfert de propriété frauduleux a été annulé cet après-midi. Mon avocat a déposé une requête d'urgence basée sur les preuves de tes activités criminelles et de complot en vue de commettre une fraude.
Hervé a enfin trouvé sa voie. « Solange, s'il te plaît, on peut arranger ça. On peut suivre une thérapie. On peut... » Non, Hervé, on ne peut pas. J'ai regardé l'homme que j'avais aimé pendant 30 ans. L'homme à qui j'avais confié mon avenir, ma sécurité, mon cœur. Parce que ce n'est pas une question de passion, de crise de la quarantaine ou de s'éloigner. C'est une question de toi choisissant de me détruire systématiquement pour une femme qui trafique de la drogue et épouse les gens pour leur argent. J'ai rassemblé les photographies et les documents, les glissant de nouveau dans l'enveloppe d'une main ferme. Je vais rester chez ma sœur ce soir. Hervé, tu as 24 heures pour déménager tes affaires de ma maison. Après ça, tu seras en violation de propriété. Où vais-je aller ? A-t-il demandé. Et pour la première fois depuis que tout a commencé, il avait la voix de l'homme que j'avais autrefois aimé, perdu, confus, effrayé. « Ça m'est complètement égal », ai-je dit, et je le pensais. Peut-être que Manon pourra partager sa cellule avec toi. Je suis sûre que vous trouverez une solution. Alors que je me dirigeais vers la porte, Manon m'a interpellée, sa voix aiguë de désespoir. « Tu crois que tu as gagné quelque chose ? Tu penses que détruire ta propre famille te rend forte ? » Je me suis retournée une dernière fois, regardant cette femme qui avait tenté de me voler ma vie, qui m'avait crue trop faible et trop confiante pour me battre. Je n'ai pas détruit cette famille, Manon. J'ai sauvé ce qu'il en restait. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Assise dans la chambre d'amis de ma sœur Sylvie, je regardais son jardin tandis que mon téléphone vibrait de messages de plus en plus désespérés de Hervé. À 3 heures du matin, ils étaient à passer des excuses aux menaces, puis à des supplications pathétiques pour obtenir mon pardon. Je les ai tous supprimés sans lire au-delà de la première ligne. À l'aube, j'ai fait du café et j'ai appelé Luc. « C'est fait !» lui ai-je dit quand il a répondu à la 2e sonnerie. Ils sont au courant pour la liaison, les transferts d'argent, le trafic de drogue de Manon. Hervé déménage aujourd'hui. Comment l'ont-ils pris ? Sa voix était douce, professionnelle. Au cours des derniers mois, il était devenu plus qu'un simple enquêteur. Il était devenu un ami. Quelqu'un qui comprenait ce que c'était de voir son monde systématiquement démantelé par des gens de confiance. À peu près comme on pouvait s'y attendre. Mais Luc, il y a autre chose. Quelque chose que je ne leur ai pas dit hier soir parce que je voulais d'abord l'assimiler. Il y a eu une pause. Le test de grossesse, tu savais ? Je m'en doutais. Manon a consulté un obstétricien à Aix-en-Provence, le docteur Sarah Chevalier. J'ai les registres de rendez-vous remontant à 3 mois. Mes mains se sont crispées autour de la tasse de café. 3 mois. Le timing me donnait la nausée. Elle en est à combien ? D'après la fréquence des rendez-vous et certains dossiers médicaux auxquels j'ai pu accéder, environ 4 mois. 4 mois signifiait une conception en juin. En juin, quand Hervé et moi étions allés en thérapie de couple. Quand il m'avait tenu la main et promis que nous pourrions surmonter nos problèmes. Quand il m'avait fait l'amour en me murmurant que nous trouverions un moyen de nous reconnecter à la retraite. Il mettait la femme de son fils enceinte, tout en me mentant effrontément sur le sauvetage de notre mariage. « Il y a plus », a continué Luc, et je pouvais entendre des papiers bruisser en arrière-plan. Les dossiers hospitaliers montrent que ce n'est pas la première grossesse de Manon. Elle a eu un avortement il y a 2 ans, environ 6 mois avant d'épouser Julien. La chronologie m'a frappée comme un coup de poing. « Hervé ! Les dossiers médicaux ne précisent pas la paternité, mais le timing suggère que c'est possible. Si c'est vrai, alors la relation de Hervé et Manon est antérieure à son mariage avec votre fils d'au moins 6 mois. » J'ai posé ma tasse de café avant que mes mains tremblantes ne la laissent tomber. Ce n'était pas une liaison qui s'était développée avec le temps. C'était un plan calculé, à long terme. Manon était tombée enceinte de Hervé, avait interrompu la grossesse, puis avait épousé Julien comme couverture, tout en poursuivant sa relation avec son père. « J'ai besoin de ces dossiers médicaux », ai-je dit. « Ils sont déjà en route vers votre avocat. Solange, je dois vous demander, qu'allez-vous faire de ces informations ?» J'ai regardé le jardin de Sylvie, les roses qu'elle entretenait depuis 20 ans, la vie qu'elle avait bâtie avec patience,
soin et un travail honnête. Je vais finir ce que j'ai commencé. Julien m'a appelé à 8 heures, la voix creuse d'épuisement. « Maman, on peut parler ? Il y a des choses que je dois te dire. » Nous nous sommes retrouvés dans un petit restaurant en périphérie de la ville, le genre d'endroit où le café est fort et où les serveuses en ont vu assez pour ne pas poser de questions sur la raison pour laquelle une femme et son fils semblent tous deux avoir traversé une guerre. « Elle est enceinte !» a dit Julien sans préambule, fixant son café comme s'il pouvait y trouver des réponses. « De 4 mois. Elle me l'a dit hier soir après ton départ. » J'ai tendu la main sur la table et j'ai couvert la sienne. « Je sais, mon chéri. » Il a levé les yeux, surpris. « Tu sais ? J'ai engagé un enquêteur, tu te souviens ? Il est très minutieux. J'ai pris une grande inspiration, me préparant pour ce que je devais lui dire. « Julien, il y a autre chose. Quelque chose concernant la chronologie de la relation de Manon avec ton père. J'ai observé le visage de mon fils pendant que j'expliquais la grossesse précédente, les dossiers médicaux, la possibilité que la liaison de Hervé et Manon durait depuis plus de 2 ans. À chaque révélation, quelque chose en lui semblait se briser un peu plus. « Alors elle ne m'a jamais aimé, a-t-il dit finalement. Même pas au début. J'étais juste une couverture, un moyen de se rapprocher de papa. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans son cœur, ai-je dit honnêtement. Mais je connais les faits, et les faits suggèrent que ça n'a jamais été une question d'amour. » Julien a ri amèrement. « Tu sais ce qui est drôle ? J'ai vraiment pensé à avoir des enfants avec elle. J'en ai parlé il y a quelques mois. J'ai dit qu'on devrait peut-être commencer à essayer. Et elle s'est mise tellement en colère. Elle a dit qu'on n'était pas prêt, qu'on devait d'abord s'établir. Maintenant, je sais qu'elle portait déjà le bébé de papa. » La douleur dans sa voix était presque insupportable. C'était mon enfant, mon fils doux et confiant, qui n'avait jamais fait de mal à personne. Et ces gens l'avaient utilisé comme un pion dans leur jeu tordu. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» a-t-il demandé. « Maintenant, tu décides du genre de vie que tu veux avoir, » ai-je dit. « Indépendamment d'eux, indépendamment de leur choix. Tu as 28 ans, Julien. Tu as le temps de construire quelque chose de vrai avec quelqu'un qui t'aime vraiment. Et papa ? J'ai pensé à Hervé, à 30 ans de mariage, à l'homme que je pensais connaître et à l'étranger qui me volait depuis des mois. Ton père a fait ses choix. Maintenant, il doit vivre avec les conséquences. Cet après-midi-là, je suis retournée à la maison que j'avais partagée avec Hervé pendant 3 décennies. Sa voiture était partie, mais la Honda de Manon était garée dans l'allée comme si elle y avait encore sa place. L'ordonnance de protection disait qu'elle ne pouvait pas s'approcher à moins de 150 mètres de moi. Mais, apparemment, elle testait les limites. J'ai appelé la police avant de sortir de ma voiture. L'agent Martinez est arrivé en moins de 10 minutes. Une jeune femme aux yeux bienveillants et à l'attitude pragmatique. « Ah, madame, voulez-vous porter plainte ? Je veux qu'elle soit arrêtée, » ai-je dit simplement. L'ordonnance de protection est claire. Manon est sortie de la maison, alors que l'agent s'approchait, son ventre se montrant juste assez pour rendre sa grossesse évidente. Elle avait probablement espéré que cette vue me rendrait émotive, me ferait reconsidérer la destruction de la mère de mon petit enfant. Elle avait encore mal calculé. « C'est du harcèlement !» a crié Manon, alors que l'agent Martinez sortait ses menottes. « Je suis enceinte. Vous ne pouvez pas arrêter une femme enceinte pour avoir rendu visite à sa belle-mère. En fait, je peux vous arrêter pour violation d'une ordonnance de protection, » a répondu calmement l'agent Martinez. « Votre état de grossesse ne vous exempte pas des conséquences légales. » Alors qu'on emmenait Manon vers la voiture de patrouille, elle s'est retournée vers moi avec une dernière tentative désespérée de manipulation. « Ce bébé est ton petit enfant, Solange, l'enfant de Hervé. Vas-tu vraiment laisser ton propre petit enfant grandir sans famille ? » J'ai regardé cette femme qui avait passé des mois à détruire ma vie, qui avait volé mon mari, mon argent, ma sécurité, et qui voulait maintenant utiliser un enfant à naître comme une arme contre moi. « Cet enfant aura toute la famille dont il a besoin, » ai-je dit tranquillement. « Juste pas toi. » Plus tard dans la soirée, Hervé est finalement rentré.
Je l'attendais dans le salon, entouré des cartons que j'avais remplis de ses affaires. Il avait l'air plus vieux, diminué, comme un homme qui avait enfin compris le véritable coût de ses choix. « La police a appelé », a-t-il dit, sans vraiment croiser mon regard. « Ils ont dit que Manon a été arrêtée pour violation d'une ordonnance de protection. Elle sera libérée sous caution demain, mais elle est maintenant officiellement accusée d'un crime, en plus des accusations de trafic de drogue qui vont suivre. » Il s'est affaissé dans ce qui était autrefois son fauteuil préféré. Le fauteuil où il regardait le football le dimanche, pendant que je préparais le dîner. Où il avait tenu Julien bébé, où nous avions planifié notre retraite il y a quelques mois, à peine. « Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin, » a-t-il dit. « Qu'est-ce que tu voulais, Hervé, quand tu as commencé à coucher avec notre belle-fille, quand tu as mis notre maison à son nom, quand tu l'as mise enceinte en me mentant sur le fait de travailler sur notre mariage ?» Il a tressailli à chaque accusation. J'étais confus, perdu. Tu étais toujours si concentré sur le travail, sur les autres. Et Manon m'a fait me sentir jeune, important. J'ai secoué la tête. Hervé, j'ai passé 35 ans à faire passer les autres en premier. Les patients, toi, Julien, cette famille. La seule fois où j'ai essayé de me concentrer sur quelque chose pour moi, ma retraite, notre avenir ensemble, tu as décidé de tout jeter pour une femme qui t'utilisait. Elle-même, a-t-il dit faiblement. J'ai sorti un dernier document de l'enveloppe qui avait déclenché toute cette confrontation. Non, Hervé, elle ne t'aime pas. C'était la transcription d'un enregistrement. Des conversations entre Manon et son petit ami dealer, celui que Luc avait photographié avec elle. Des conversations où elle riait du vieil homme pathétique qui était si facile à manipuler, qui croyait tout ce qu'elle lui disait, qui lui donnait l'argent de sa femme, comme un chien savant. Hervé l'a lu en silence, son visage devenant de plus en plus pâle à chaque ligne. Quand il a fini, il m'a regardé avec des yeux remplis de quelque chose qui aurait pu être du regret. « J'ai tout perdu, n'est-ce pas ?»« Oui, » ai-je dit simplement. « Tu as tout perdu. Et le bébé ?» Je me suis levée, lissant ma jupe, me préparant à quitter la maison qui était redevenue la mienne. La vie qui était redevenue la mienne. C'est entre toi et Manon, et l'avocat qu'elle pourra se permettre après les accusations de drogue. J'ai fini d'être responsable du désordre que tu as créé. Alors que j'atteignais la porte, Hervé m'a appelé une dernière fois. « Solange, s'il te plaît. Nous avons été mariés pendant 30 ans. Ça doit compter pour quelque chose. » Je me suis retournée pour le regarder. Vraiment le regarder une dernière fois. Ça comptait pour quelque chose, Hervé. Ça comptait pour tout. Mais tu as tout jeté pour une femme qui ne t'a jamais aimé, qui t'a utilisé pour détruire ta propre famille, qui porte ton enfant comme sa dernière police d'assurance contre les conséquences de ses crimes. J'ai pris mon sac à main. Le même sac qui avait contenu l'enveloppe qui a tout changé. 30 ans comptaient pour tout. Jusqu'à ce que tu décides qu'il ne comptait pour rien. Maintenant, tu dois vivre avec ce choix. 6 mois plus tard, je me tenais dans le jardin derrière ma maison. Ma maison, légalement et entièrement mienne à nouveau, regardant le lever du soleil peindre le ciel de nuances d'or et de roses. Les roses que j'avais plantées des années auparavant n'avaient jamais aussi bien fleuri, comme si elles aussi célébraient leur libération de l'atmosphère toxique qui avait empoisonné cet endroit pendant si longtemps. Les procédures judiciaires avaient été rapides et décisives. Les accusations de trafic de drogue de Manon avaient abouti à un plaidé coupable, incluant une peine de prison et une restitution. Le transfert frauduleux d'actifs de Hervé avait été complètement annulé, et il avait été contraint de rendre jusqu'au dernier centime qu'il avait volé de nos comptes communs, plus les intérêts et les frais de justice. La maison, les économies, les fonds de retraite pour lesquels j'avais travaillé 35 ans. Tout était de nouveau à moi. Plus important encore, ma vie était de nouveau à moi. Julien avait demandé le divorce le lendemain de l'arrestation de Manon. Le processus avait été compliqué par sa grossesse, mais mon fils avait montré une force que je ne lui avais jamais vue. Il avait refusé d'être manipulé par les larmes ou les menaces,
avait refusé de laisser le fait du bébé obscurcir son jugement sur la femme qui avait détruit sa famille. « Je ne peux pas élever un enfant avec quelqu'un en qui je n'ai pas confiance », m'avait-il dit lors de l'un de nos cafés hebdomadaires. Et je ne peux pas faire confiance à quelqu'un capable de ce qu'elle t'a fait, à papa, à nous tous. Le bébé était né en février. Une petite fille que Hervé avait voulu appeler Espérance, comme si son existence pouvait en quelque sorte racheter les circonstances de sa conception. Manon avait choisi différemment. Elle avait nommé sa fille Madison et avait clairement indiqué que les droits parentaux de Hervé dépendraient entièrement de sa volonté de les soutenir financièrement. C'était une forme de justice poétique que Hervé, qui avait passé des mois à me voler de l'argent pour financer sa liaison, se retrouve maintenant piégé dans une situation où il paierait pour cette liaison pendant les 18 prochaines années. Je n'avais pas vu le bébé. J'avais fait la paix avec le fait que cet enfant, bien que techniquement ma belle petite fille, était un produit de la destruction de ma famille plutôt qu'un ajout à celle-ci. Peut-être qu'un jour, quand elle serait plus grande et pourrait comprendre les circonstances compliquées de sa naissance, nous pourrions avoir une relation. Mais pour l'instant, mon énergie était concentrée sur la reconstruction plutôt que sur la gestion des débris que d'autres avaient créés. Hervé avait déménagé dans un petit appartement en ville, assez proche pour rendre visite à sa fille, mais assez loin pour que je n'aie pas à le voir, à moins de le choisir. Il avait considérablement vieilli au cours des mois qui avaient suivi notre confrontation, comme si le poids de ses choix s'était installé dans ses os. Parfois, Julien mentionnait l'avoir vu à l'épicerie ou à la station-service, et il avait toujours l'air, selon les mots de Julien, d'un homme qui a perdu une guerre qu'il a lui-même commencée. Je ne ressentais aucune satisfaction de sa misère, mais je ne ressentais aucune sympathie non plus. Il avait fait ses choix en pleine connaissance de ce qu'il coûterait, et maintenant, il apprenait que certains prix ne pouvaient jamais être entièrement payés. Le développement le plus inattendu avait été ma relation avec Luc Ferrier, le détective privé qui m'avait aidé à découvrir la vérité sur mon mariage. Ce qui avait commencé comme une relation professionnelle avait évolué en quelque chose de plus profond, quelque chose qu'aucun de nous ne cherchait, mais que nous étions tous les deux prêts à trouver. Luc comprenait la trahison d'une manière que la plupart des gens ne pouvaient pas. Son propre mariage s'était terminé lorsqu'il avait découvert la liaison de sa femme avec son ancien partenaire de police. Et il avait canalisé sa douleur dans une carrière, aidant d'autres personnes à trouver la vérité sur leur propre vie. Nous partagions un humour noir sur la nature humaine, une sagesse durement acquise sur ce dont les gens étaient incapables quand ils pensaient que personne ne regardait. « Tu sais ce que j'aime chez toi ?» m'avait-il dit lors d'un dîner la semaine précédente, dans le restaurant italien où nous avions commencé à nous voir après la clôture de mon affaire. « Tu ne les as pas laissés te rendre amer. Tu t'es mise en colère. Tu as pris ta revanche. Tu as obtenu justice. Mais tu ne les as pas laissés t'empoisonner. » Il avait raison. Bien qu'il m'ait fallu des mois pour le réaliser moi-même, je m'attendais à me sentir plus brisée que je ne l'étais, plus endommagée par la révélation que 30 ans de mariage avaient été construits sur une fondation de mensonges. Au lieu de cela, je me sentais plus légère, plus propre, comme si j'avais enfin pu laver une saleté que je ne savais même pas que je portais. La retraite que j'avais planifiée avec Hervé, les voyages, les passe-temps, le bonheur domestique tranquille, avaient été remplacés par quelque chose de mieux. J'avais commencé à faire du bénévolat dans un dispensaire du centre-ville, utilisant mes compétences d'infirmière pour aider les personnes qui n'avaient pas les moyens de se soigner. J'avais rejoint un club de lecture où nous discutions vraiment de livres, au lieu de ragots. J'avais appris à cuisiner pour une personne sans me sentir seule, à prendre des décisions sans consulter personne d'autre, à dormir toute la nuit sans écouter la respiration de quelqu'un d'autre. À 58 ans, j'ai découvert ce que c'était de vivre pour moi-même. Julien avait emménagé dans une petite maison à seulement 10 minutes, assez proche pour nos dîners hebdomadaires, mais assez loin pour que nous ayons tous les deux de l'espace pour guérir. Il avait recommencé à fréquenter quelqu'un, prudemment, mais avec une nouvelle conscience des signaux d'alarme qu'il avait manqués la première fois. La femme qu'il voyait depuis 2 mois était une enseignante nommée Camille, quelqu'un qui le faisait rire,
et ne semblait pas avoir de programme caché ou de dynamique familiale compliquée. Elle n'a rien à voir avec Manon, m'a-t-il dit avec un soulagement évident. Elle paie ses propres dîners. Elle ne me demande pas de lui acheter des choses. Et elle semble vraiment m'apprécier pour qui je suis, pas pour ce que je peux lui donner. La barre n'était pas la haute, mais c'était un progrès. Ce matin-là, alors que je coupais les roses fanées et arrachais les mauvaises herbes des parterres qui prospéraient enfin à nouveau, j'ai entendu une voiture entrer dans mon allée. À travers le portail, j'ai pu voir le camion de Luc, et j'ai souri, malgré moi. Il avait pris l'habitude de m'apporter du café les matins de week-end, non pas parce que j'en avais besoin, mais parce qu'il en avait envie, parce que cela nous rendait tous les deux heureux d'une manière simple et sans complication. « Bonjour, ma belle !» a-t-il lancé en franchissant le portail du jardin, portant 2 gobelets du café du centre-ville. « Comment vont les roses ?»« Spectaculaire !» ai-je dit, acceptant le café avec gratitude. Je pense qu'elles sont aussi heureuses d'être libérées du drame que moi. Nous nous sommes assis sur la balancelle de Porsche que Hervé avait installée des années auparavant, à l'époque où il était encore l'homme que je pensais avoir épousé. J'avais envisagé de la faire enlever, d'effacer toute trace de lui de mon espace, mais j'avais décidé à la place de me la réapproprier. C'était ma maison, mon Porsche, ma balancelle. Je ne laisserai pas sa trahison me priver de profiter des bonnes choses, simplement parce qu'il en avait fait partie un jour. « Des nouvelles de ton avocat concernant l'appel de Manon ?» a demandé Luc. « Rejeté. Elle purgera la totalité des 18 mois. » J'ai siroté mon café, regardant un couple de cardinaux construire un nid dans le chêne que Hervé avait toujours menacé de couper, parce qu'il pensait qu'il bloquait trop de lumière. Son avocat a tenté de faire valoir que la grossesse et le nouveau-né étaient des circonstances atténuantes, mais le juge Morel n'a pas mordu à l'hameçon. Luc a gloussé. Le juge Morel a 3 filles. Il n'a pas beaucoup de patience pour les femmes qui s'en prennent aux familles. Heureusement que je ne savais pas ça quand je t'ai engagé pour enquêter. J'aurais pu être tentée de me faire justice moi-même. « Tu t'es fait justice toi-même, Solange », a dit Luc. « Tu l'as juste fait légalement, méthodiquement et complètement. C'était en fait magnifique à regarder, d'une manière terrifiante. Je me suis adossée contre les coussins de la balancelle, sentant le soleil du matin réchauffer mon visage. Tu sais ce qui est le plus étrange ? Je suis reconnaissante que ce soit arrivé. » Luc a haussé un sourcil. « Reconnaissante ? Pas reconnaissante pour la trahison, pas reconnaissante pour la douleur, mais reconnaissante d'avoir découvert qui était vraiment Hervé avant de gaspiller d'autres années avec lui. Reconnaissante d'avoir découvert que j'étais plus forte que je ne le pensais. Reconnaissante d'avoir appris la différence entre être seule et se sentir seule. J'ai fait un geste vers le jardin, vers la maison qui était enfin paisible, vers la vie que j'avais reconstruite sur les cendres de celle qui m'avait été volée. Bah, si Hervé avait été un meilleur menteur, si Manon avait été plus intelligente pour cacher ses traces, j'aurais pu passer le reste de ma vie mariée à un homme qui ne m'aimait pas, soutenant une famille qui ne me voyait que comme une source d'argent et de travail gratuit. Au lieu de ça, j'ai 58 ans, et je sais enfin ce que c'est d'être appréciée pour qui je suis, plutôt que pour ce que je peux fournir. J'ai tendu la main et pris la sienne, m'émerveillant de la simplicité et de l'absence de complications de tenir à quelqu'un qui tenait à moi en retour. Je suis reconnaissante pour cette connaissance, même si elle a eu un prix terrible. Luc a serré doucement ma main. « Alors, quelle est la suite ?» J'ai réfléchi à la question, à l'avenir qui s'étendait devant moi comme un livre non écrit. Pendant 30 ans, mon avenir avait été lié au choix de Hervé, au rêve de Hervé, au calendrier de Hervé. Maintenant, il n'appartenait qu'à moi de l'écrire. La suite, c'est que je vis, ai-je dit simplement. Je me réveille chaque matin dans une maison qui m'appartient. Je prends des décisions basées sur ce qui me rend heureuse. Et je ne confondrai plus jamais le besoin que quelqu'un a de moi avec son amour pour moi. Ça ressemble à un très bon plan. Ça l'est, ai-je convenu, regardant les cardinaux travailler ensemble pour tisser des brindilles et des bouts de ficelle en quelque chose qui abriterait leur famille.
C'est le meilleur plan que j'ai jamais fait. Alors que le soleil montait plus haut dans le ciel, brûlant les dernières brumes matinales, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. Une paix complète avec mes choix. L'enveloppe qui avait tout déclenché était partie depuis longtemps, son contenu ayant rempli son office. Les documents étaient classés dans le bureau de mon avocat. Les photographies étaient des preuves dans des affaires judiciaires closes. La vérité avait été dite et la justice avait été rendue. Ce qui restait, c'était ceci. Une femme qui avait appris que la trahison, bien que dévastatrice, n'était pas nécessairement permanente. Que la confiance, une fois brisée, pouvait être reconstruite avec des personnes qui la méritaient. Que l'amour, le vrai amour, était possible même après avoir découvert que ce que vous pensiez être de l'amour était en réalité quelque chose de beaucoup plus petit et plus égoïste. À 58 ans, j'étais enfin libre de découvrir qui j'étais, quand je n'étais pas occupée à être ce que tout le monde avait besoin que je sois. C'était la plus belle découverte de ma vie. Maintenant, je suis curieuse à votre sujet, vous qui écoutez mon histoire. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Commentez ci-dessous. Et en attendant, je vous laisse sur l'écran final 2 autres histoires qui sont les favorites de la chaîne et qui vous surprendront certainement. Merci d'avoir regardé jusqu'ici.